Cette vidéo est la seconde consacrée à la ventilation, au cycle respiratoire et au volume pulmonaire. S'il existe à l'inspiration un débit d'air allant de la bouche aux alvéoles pulmonaires, c'est bien en raison de la présence, en inspiration, d'une pression alvéolaire négative, c'est-à-dire inférieure à la pression atmosphérique. C'est la contraction des muscles inspiratoires et en particulier du diaphragme qui, en augmentant le volume du système respiratoire et du compartiment alvéolaire, est responsable de la diminution de la pression dans le compartiment alvéolaire sous la pression atmosphérique qui règne, elle, à la bouche. C'est bien ce gradient de pression existant entre l'air atmosphérique et l'air alvéolaire qui va induire un débit inspiratoire jusqu'à égalisation des pressions entre compartiment atmosphérique et alvéolaire à la fin de l'inspiration. À l'expiration, la pression alvéolaire devient positive relativement à la pression atmosphérique pour des raisons que nous discuterons plus tard, et cette pression positive est responsable d'un débit expiratoire allant des alvéoles vers la bouche. Vous comprendrez mieux ces notions en analysant l'évolution de la pression en fonction du mouvement du piston dans un cylindre représenté sur cette animation. Pour bien comprendre, envisageons d'abord deux situations extrêmes. À gauche, le cylindre est fermé et la loi de Boyle-Mariotte nous indique qu'en conditions isothermiques, le produit de la pression et du volume du gaz contenu dans le cylindre est une constante. La pression diminue lorsque le piston est abaissé, augmentant le volume contenu dans le cylindre. À droite, le cylindre est complètement ouvert et le mouvement du piston n'induit aucune modification de pression. Examinons maintenant la situation représentée au milieu de l'écran, celle d'une seringue qui peut être considérée comme un système respiratoire simplifié. L'abaissement du piston est similaire à la contraction du diaphragme qui augmente le volume du thorax et du poumon. L'embout de la seringue est similaire aux voies aériennes, constituant une résistance au passage de l'air et expliquant que l'augmentation de volume du tube ou du poumon génère une pression négative dans le tube ou les alvéoles, mais aussi un débit de l'extérieur vers l'intérieur du tube ou du poumon. Ce débit est proportionnel à la différence de pression existant entre air atmosphérique et alvéolaire et inversement proportionnel à la résistance des voies aériennes. Plus l'augmentation de volume est rapide, plus la différence de pression sera importante et donc le débit élevé, comme le montre l'animation de droite, en comparaison à celle de la gauche. Au repos, seule l'inspiration est un phénomène actif. Les muscles inspiratoires effectuent, comme nous l'étudierons au chapitre suivant, un travail sur la cage thoracique pour contrer les propriétés élastiques du système respiratoire. Ces propriétés élastiques tendent à ramener le système respiratoire à son volume d'équilibre, le volume qu'il occupe spontanément à l'écart de toute contrainte, et qui correspond également à la capacité résiduelle fonctionnelle au repos. À l'expiration, le système respiratoire peut revenir passivement à son volume d'équilibre par simple rappel élastique sans travail des muscles respiratoires. À l'exercice physique, représenté ici en trait continu par comparaison à la situation au repos en trait hachuré, tant le volume courant que les débits inspiratoires et expiratoires vont augmenter. Si les débits traversant les voies aériennes augmentent à l'exercice, cela est bien sûr lié à des variations plus importantes de la pression alvéolaire au cours du cycle respiratoire. Alors que l'expiration ne donne pas lieu au recrutement des muscles expiratoires au repos, ces muscles expiratoires deviennent actifs à l'exercice pour augmenter la pression alvéolaire et ainsi également les débits expiratoires. De plus,
La capacité résiduelle fonctionnelle diminue à l'effort, descendant sous le volume d'équilibre du système respiratoire, ce qui implique bien sûr une action des muscles expiratoires pour contrer les propriétés élastiques du système respiratoire, comme nous le comprendrons mieux après avoir abordé le chapitre suivant. Nous allons maintenant définir les différents volumes et capacités du système respiratoire sur base d'un spirogramme. Connaître ces différents volumes pulmonaires nous aidera à nous comprendre tout au long de ce cours. Ce spirogramme est enregistré alors que le sujet respire dans un premier temps à volume courant pour ensuite expirer au maximum, puis inspirer au maximum avant de reprendre une respiration à volume courant. Nous avons déjà défini le volume courant VT, volume inspiré et expiré à chaque cycle respiratoire non contraint. Au repos, il est donc de l'ordre de 500 ml, mais varie en fonction des circonstances. Il va augmenter à l'exercice, par exemple. Nous avons également déjà défini la capacité résiduelle fonctionnelle, CRF, qui est le volume d'air persistant dans le système respiratoire à la fin d'une expiration à volume courant. Elle aussi varie en fonction des circonstances, diminuant donc à l'exercice. Nous verrons plus tard qu'elle peut par contre augmenter ou diminuer dans des circonstances pathologiques. Au repos, chez un sujet normal, la capacité résiduelle fonctionnelle est de l'ordre de 2,5 litres. Le volume résiduel, VR, est le volume d'air persistant dans le système respiratoire à la fin d'une expiration maximale. C'est donc un volume non mobilisable. Le volume résiduel est de l'ordre de 1,25 litres chez un sujet normal. Du volume résiduel, une inspiration maximale est demandée, permettant d'augmenter le volume du système respiratoire jusqu'à un volume appelé capacité pulmonaire totale. Au cours de cette inspiration de volume résiduel à capacité pulmonaire totale, le volume inspiré correspond à la capacité vitale, ou CV. La capacité vitale correspond au volume mobilisable maximal de manière volontaire par le système respiratoire. Elle est normalement de 4 à 5 litres. La capacité pulmonaire totale est le volume contenu dans le système respiratoire à la fin d'une inspiration maximale. Elle est de l'ordre de 5 à 6 litres chez un sujet normal. C'est aussi la somme du volume résiduel et de la capacité vitale. Les volumes normaux renseignés le sont à titre indicatif. Ils varient en effet en fonction du sujet et en particulier de la taille, du sexe et de l'âge. À l'aide d'un pneumotachographe, il est aisé de mesurer le volume courant et la capacité vitale. Par contre, le volume résiduel étant un volume non mobilisable, il ne peut être mesuré à l'aide d'un pneumotachographe, pas plus que la capacité résiduelle fonctionnelle ou la capacité pulmonaire totale, dont le volume résiduel est une portion. Au cours de l'inspiration, l'ensemble des structures non rigides du poumon, c'est-à-dire les alvéoles, les bronchioles, mais aussi les vaisseaux pulmonaires, voient leur volume augmenter. Grâce au septa interalvéolaire, la pression pleurale, qui devient plus négative à l'inspiration, comme nous le discuterons au chapitre suivant, est en effet transmise à toutes ces structures qui sont en quelque sorte attirées par la plèvre, qui est, elle, solidaire de la paroi thoracique. Nous avons défini plus haut la ventilation alvéolaire. Celle-ci n'est en fait pas répartie de manière homogène au sein du poumon. Ainsi, si nous faisons respirer un sujet du xénon 133, un isotope radioactif, on peut démontrer que les radiations gamma émises par cette molécule se répartissent de manière préférentielle à la base plutôt qu'au sommet du poumon d'un sujet situé en position assise ou debout. La ventilation alvéolaire est donc inhomogène au sein du poumon, plus élevée à la base qu'au sommet du poumon.